Légionnaire, formation, papillon, hey, hop, 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 compagnie, halte. Dernière compagnie, toujours prêt, toujours ravi. Ave, Gaulois! Ave, Gauloise! Ave, au peuple rassemblé! Ave, Biloute! Oh, pardon! Des restes d'invasion en Gaule du Nord. Vous m'attendiez. Vous m'espériez. Eh bien, me voici en chair et en or. Jules César, empereur bling bling. À ceux qui prétendent que je suis orgueilleux, tyrannique, brutal, égoïste, je réponds tout net, c'est vrai. Mais j'ai aussi beaucoup de cœur. La preuve, je m'adore. Si j'ai daigné venir ici, c'est que j'ai tenu à inaugurer moi-même cette nouvelle création qui ajoutera un chapitre glorieux à ma légende, le défi de moi. Peuple de Gaule, qu'est-ce que le défi de César? Il s'agit du plus prestigieux centre de recrutement pour espions de l'Empire, le Nec Plus Ultra. L'aigle romain a besoin d'une horde de coqs gaulois afin de s'infiltrer incognito dans les moindres recoins des terres gauloises. Que voulez-vous? C'est mon péché mignon, je suis très envahissant. Oui, mes frères gaulois, j'ai fait un rêve. Des Gaulois qui viennent s'enrôler dans la Légion romaine, j'appelle ça l'ouverture. Pour relever mon défi et espérer devenir un espion digne de ce nom, il faudra vous soumettre à mes 4 commandements impériaux, impérieux et impératifs. Primo, l'uniforme de l'espion, tu porteras. Vous serez métamorphosé en agent double, des orteils de la tête aux cheveux des pieds. Secondo, le regard d'acier de César, tu affronteras. Est-ce que vous saurez garder votre sérieux face à mon impériale majesté? Tertio, au charme des Gauloises, tu ne succomberas pas. Il s'agit de résister au charme de ces incroyables Gauloises. Quattro, à bord de la galère, le naufrage tu éviteras. Fluctuat nec mergitur. C'est à ce prix, et seulement à ce prix, que vous serez digne de devenir centurion d'élite. Ô marin d'eau douce, 4 commandements, 4 épreuves, 4 marches vers un triomphe romain, espionare Romanum est. Un petit pas pour Rome. Un grand pas pour l'humanité. Le défi de César. Quel grand défi. Quel beau César. Ô peuple gaulois, si vous réussissez, je vous promets du pain et des yeux. Si vous échouez, je vous promets des pains et des bleus. Mais par Jupiter, il est temps maintenant d'inaugurer cette place forte qui deviendra légendaire. Inauguri tes salutantes. Moi, empereur du monde connu et inconnu,
je déclare solennellement ouvert le défi de César. Et je décerne un César d'honneur à vous tous, qui avez le privilège d'être les premiers à entrer dans cet endroit fabuleux. Et au peuple de Gaule, comme je dis toujours, Alea Iacta Est. Cette nouvelle attraction, le défi de César, que j'espère vous avez tous pu apprécier. C'est là aussi une grande première en Europe. 20 minutes de spectacle au cœur d'une attraction, ça n'existe pas ailleurs qu'au parc Astérix. Une année aussi très importante pour nous, car pour la première fois, nous ouvrons beaucoup plus longtemps que les années précédentes. Nous avons 3 différentes saisons. Nous sommes ouverts depuis le 5 avril et nous le resterons jusqu'au 2 septembre. De façon continue. Nous ouvrirons sur le mois de septembre les week-ends jusqu'aux vacances de la Toussaint et ensuite nous rouvrirons bien entendu pour les vacances de Noël. Grande année aussi puisque nous avons complètement transformé notre site internet pour le rendre beaucoup plus convivial auprès du public. Donc cette année pour nous est une année de conquête, un grand virage. Je vous souhaite une excellente journée et je vais passer la parole à Monsieur Alain Sachs qui a vraiment consacré beaucoup de son temps et de ses efforts pour nous développer un produit remarquable qui est le défi de César. Alain, je vous laisse le micro. Bonjour. Je vais vous raconter un petit peu comment tout cela s'est fait. Brièvement, je me tiendrai à votre disposition ensuite pour vous donner les informations que vous souhaitez à tous les membres de la presse. Je m'appelle Alain Sachs et à l'origine je suis un homme de théâtre. Je suis essentiellement un metteur en scène. Et si je vous dis ça, c'est parce que c'est par ce biais et par ce truchement que je me suis retrouvé ici. Un jour, le directeur général de la Compagnie des Alpes est venu voir l'une de mes productions, qui était Le Bourgeois Gentilhomme avec Jean-Marie Bigard. Et c'était un traitement extrêmement moderne de la pièce. Et il a souhaité me rencontrer. En fait, il pensait que la personne qui avait commis ce spectacle pouvait être intéressante par rapport aux objectifs d'un parc d'attractions. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'étais moi-même un passionné des parcs d'attractions, des fêtes foraines, du cirque, de tout ce qui constitue la sève de ce genre d'endroit. Alors, j'ai eu un cadeau, c'est-à-dire que, en gros, j'ai eu une carte blanche absolue. Simplement, on m'a demandé 3 figures opposées. La première, c'était que cela se situe dans la partie romaine du parc, pour une simple question de disponibilité de terrain à construire. Mais il fallait donc thématiser ça autour de la notion de la partie romaine. C'est pour ça que j'ai orienté immédiatement l'attraction autour de César. La deuxième contrainte, c'était que ce soit une attraction familiale. Il fallait qu'elle soit à sensation, le plus possible à sensation, mais dans la limite de ce que l'on pouvait faire en famille et vivre en famille. Voilà, à part ça, ils m'ont suggéré d'aller visiter quelques parcs en Europe, ce que j'ai fait, et notamment pour y trouver cette attraction que vous voyez à la fin. Simplement, dans tous les autres pays où elle existe sans la vidéo. C'est moi qui ai eu l'idée de penser que cette attraction, qui est en fait une attraction vieille comme le monde, elle a plus de 100 ans, le principe de cette balançoire où on perd ses repères, c'est d'ailleurs très très beau de penser qu'en matière de fêtes foraines, de cirque, on ne fait que de travailler sur les mêmes fondamentaux depuis un siècle. Simplement, mon idée a été d'y apporter la vidéo et de transformer ça en voyage. Voilà, à partir de là, mon idée principale était d'essayer de tenter de faire un voyage au cœur de la BD. Il me semblait que sur le parc, il y avait encore matière à faire ça, c'est-à-dire de se servir de cette culture
collectif que nous avons, plus ou moins de l'univers de Goscinny et Uderzo, et d'utiliser les technologies modernes pour entrer là-dedans. Mais ce que je souhaitais, c'est que toute la technologie utilisée soit absolument discrète, non apparente, et que ce soit beaucoup plus un voyage émotionnel, de fantaisie, qu'on soit au plus près en fait des sensations que nous avons tout simplement quand nous lisons la BD. Il n'y a rien qui se démode le plus vite que la technologie, et cette attraction évidemment est destinée à durer longtemps, ne serait-ce que pour l'amortir, car je ne vous cacherai pas que j'ai dépensé beaucoup de sous. Et ce qui était extraordinaire, c'est qu'évidemment, on m'a permis de le faire, et ce sont des moyens dont je dispose rarement au théâtre. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a de vraiment nouveau par rapport... Alors d'abord, première chose, souvent quand un parc ouvre une attraction, il va puiser dans les attractions disponibles chez les marchands d'attractions, et puis il les thématise légèrement. Là, l'aventure que vous avez vécue, elle est innovante, elle n'existe nulle part ailleurs, elle a été construite comme un spectacle, même si elle se sert de certains procédés qui existent ici ou là, toute sa déclinaison est personnelle. C'est l'attraction la plus longue du monde à notre connaissance à ce jour, et mon idée était d'en faire quelque chose qui soit à mi-chemin entre l'attraction et le spectacle. Voilà. Les éléments nouveaux, intéressants, c'est que c'est la première fois que vous voyez Astérix, Obélix et Idéfix en 3D. Uderzo n'avait pas accepté jusque-là, et il l'a fait parce qu'il a été convaincu par le projet. Même les dessins animés que vous avez vus, donc pour la première fois, ils ont été réalisés en 3D. Je ne vous cacherai pas qu'il y a encore quelques petites choses que j'espère perfectibles. Par exemple, l'apparition d'Astérix et Obélix qui va gagner en magie quand on aura résolu quelques petits problèmes. Vous nous ferez la gentillesse pour ceux qui ont un petit souci de vidéo dans la balançoire finale qu'ils l'ont refait. Je vous en remercie. Vous comprenez que nous en sommes à l'ouverture et que là, au niveau de la technologie, envoyer cette balançoire en même temps que des images vidéo, en même temps que du son, en même temps que des lumières, relève d'un véritable exploit technologique. C'est un seul ordinateur qui contrôle tout ça et qui permet à 800 personnes de faire cette attraction, puisque chaque groupe de 80 entre toutes les 5 minutes 30 dans cette attraction. Et enfin, pour finir, on a essayé de se donner les moyens véritables d'un spectacle. C'est la première fois d'abord qu'on constitue des petits groupes de spectateurs. On a pensé, quand j'ai proposé ça, que c'était infaisable dans un parc d'attractions où il fallait débiter. Et on me disait, les gens dans un parc d'attractions ont des attitudes de consommateurs voraces, donc ils foncent d'un point à l'autre. Moi j'ai dit non, non, on va commencer par les faire passer par le groupe de 10, et ça marche. Ensuite ils deviennent 80, et ensuite ils deviennent un petit groupe de spectateurs. Et par exemple, on a voulu que les émotions soient de spectacle. Il est très rare qu'il y ait une qualité sonore, même si celle-ci est encore perfectible. Lundi, on recommence à régler du son. Mais on s'est donné les moyens d'un spectacle, c'est-à-dire les sources sonores, il n'y a jamais ça dans une attraction. Le son, le bruit est une valeur ajoutée, mais nous on en a fait un des fondamentaux. Et pour ça, on a confié la musique à Patrice Pereiras, qui est là, vous pourrez le rencontrer, il peut lever la main comme ça si vous voulez le rencontrer après. Patrice Pereiras qui a fait toute la conception sonore et la composition de la musique, avec un orchestre symphonique, c'est 63 musiciens, d'ailleurs on peut les voir dans ce... Voilà, c'est et on s'est donné les moyens que partout tout cela résonne comme un spectacle. Voilà, et pour finir la fable, c'est Jean-Marie Bigard qui a été le détonateur de tout ça, bien involontaire, en jouant le vrai gentilhomme. Quand je lui ai demandé s'il voulait bien faire la voix du centurion, il a accepté volontiers. Et sachez que Jean-Marie Bigard a fait ça sans se faire rémunérer. Il a demandé une somme extrêmement dérisoire qu'il a remis à des œuvres humanitaires. Voilà, et donc la boucle a été bouclée à travers cette anecdote. Maintenant, je me tiens à votre disposition pour tout ce que vous voulez savoir de plus. Merci.